Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien dans ces temps durs que nous vivons. Je vous promets que mon vidéo sera pas tellement long, peut-être 45 minutes. Il y a tellement de choses que je veux vous partager. Vous savez, depuis que nous sommes au monde, on nous a appris à obéir sans poser de questions, mais je pense qu'à partir de maintenant, on doit apprendre à penser. Et pour vous aider à penser, j'ai beaucoup de choses à vous partager. Euh, Pourquoi mon vidéo? Écoutez, ça fait des mois, je vous dirais au moins 2 mois que j'ai le goût de le faire. Euh, J'écoute les nouvelles et je me dis non, ça vaut pas la peine de le faire. Les gens sont pas prêts. Après ça, j'écoute un autre, euh, un autre téléjournal et je me dis oui, il faut que je fasse quelque chose parce que j'ai beau écouter les YouTubers qui vous parlent, personne ne vous encourage à protester. C'est tout, puis pas juste protester, c'est que les gens nous tiennent sur le qui-vive avec ce qui se passe aux États-Unis. Mais nous autres, ici au Québec, on a de sérieux problèmes qui ne regardent pas du tout les États-Unis. Et moi, c'est sur ça que je veux vous parler. Ce qui nous touche à tous les jours, je vais vous lire des petits bouts de documents. J'ai fait énormément de recherches, mais je me suis toujours fait un honneur lorsque je vous parle de quelque chose, c'est parce que j'ai les données pour vous en parler. Donc, je vais vous lire un petit texte que j'ai trouvé et je trouvais que ça avait bien de l'allure. Après ce texte-là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, mais je veux que vous écoutiez vraiment ce petit texte-là. Tu es né dans une prison, c'est ton pays, ta nation. Tu dois payer pour le séjour en prison. Ils appellent ça les impôts et les taxes. Tu n'as pas ton mot à dire sur ce qui sera fait avec ton argent, mais tu dois payer. Pour payer, tu dois travailler. La prison t'encourage à acheter de nouveaux produits qui brillent pour que tu te sentes mieux, pour être heureux dans ta pauvre existence. Tu n'es pas autorisé à sortir de la prison pour vivre seul. Ils vont te poursuivre et te feront payer. Seuls quelques prisonniers ont marché assez loin pour voir les murs de la prison. La prison te donne des nouvelles et des divertissements pour que tu ne découvres pas les murs de ta prison. La prison ne permet pas des liens familiaux solides ou une fraternité forte, à moins que tu fasses partie du groupe qui dirige la prison. La prison dans laquelle tu vis veut que tu sois faible, malade et dans la division, parce que les prisonniers faibles ne peuvent pas escalader le mur. Et je termine avec ça. Ça, c'était pas dans le texte, là, c'est moi qui l'ai écrit. Il n'y a pas de gouvernement qui ne puisse mettre fin à la criminalité. Si un gouvernement ne met pas fin à la criminalité dans son pays, c'est que la criminalité est devenue une partie du gouvernement. Un mensonge par omission est plus criminel qu'un mensonge. À partir d'aujourd'hui, moi, j'ai comme but de créer avec ma conscience, avec le bon sens. Et ce que je vous invite, c'est que mon but, c'est de faire un manifeste. Mais je ne veux pas le faire seul. Je veux que les gens
se joignent à moi pour faire le manifeste. Dans ce document-là, on va dire au gouvernement ce que l'on veut. Parce que le gouvernement veut que vous votiez, mais contrairement à ce que le gros a dit dernièrement, qu'il va consulter la population, il ne consulte jamais la population, il fait ce qu'il veut. Et là, présentement, on voit ce qui se passe, c'est que dans un an, la CAQ veut faire ce qu'ils n'ont pas fait depuis 2018. Et 2018, si vous allez voir le programme, il n'y a rien qui a été fait sur le programme de la CAQ. Absolument rien. Donc, un gouvernement qui se fait élire sur des fausses promesses, c'est un gouvernement criminel. Et ça, il faut que ça arrête. C'est la même chose avec Carney. On est toujours pris dans le même système. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas. Le peuple n'a aucune tribune pour se faire entendre. Donc, la tribune qu'on va prendre, c'est un manifeste. Alors, je vais commencer lentement parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc, attendez un petit peu. Je vais vous donner quelques exemples. Comment est-ce que la société est rendue malade, mais vraiment malade? Vous savez qu'en faisant ça, je mets ma tête sur le bio. Parce que c'est moi qui vous invite à y participer. Mais rendu à mon âge, ça ne me dérange pas de mettre ma tête sur le bio. Je me disais, j'implorais l'univers de m'envoyer un signe. Est-ce que je dois le faire? Oui. Est-ce que je dois le faire? Non. C'était jamais comme oui, oui, oui. Mais advienne que pourra. OK? Juste pour vous montrer comment est-ce que la société est rendue vraiment malade. Et vous savez que tout ça a une histoire. La pandémie, la pandémie, c'était juste pour une occasion pour augmenter les prix. Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine. Et ça, c'est encore pour nous faire croire qu'on était pour avoir des pénuries dans tout. Il n'y en a pas. Sauf que s'il y a de la pénurie et une augmentation épouvantable du coût de la vie, c'est parce que c'est voulu. Même les produits locaux sont plus chers que ceux qui viennent en bateau du Mexique. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes capable de réfléchir à ce phénomène-là? Bon, pour vous montrer les aberrations. 11,99 pour un pot voyons, de beurre d'arachide. Vous vous souvenez des balais que nos parents avaient tous? Ils étaient en spécial à 32 $. Tu sais, les balais, là? 32 $. Moi, quand je me suis mariée, on payait ça 2 $. Et quand on voit le prix des choses, mettons, courantes, on regarde tous ceux qui ont leur bateau à vendre, leur sidou à vendre, ils vendent leur roulotte, parce qu'ils n'ont même plus les moyens d'avoir des loisirs. C'est des loisirs, ça. Donc, tu ne vaux pas la peine. Tu travailles. Un travail, 5 jours semaine, ou 2 travails, ou 3 travails au salaire minimum pour être capable de survivre. Juste avoir la tête au-dessus de l'eau, puis même que c'est des fois rendu juste en dessous du nez, ben, on a la preuve que tu ne dois plus
avoir de loisirs. Regardez une chaise suspendue comme ça, 799 $. Qui a les moyens de se payer ça? Juste pour te balancer chez toi de temps en temps? Maxwell House, 17,99 $. Juste avant la pandémie, le pot de café Maxwell House, comme ça, était à 8,88 $. Puis ils disent un rabais de 15 $. Imaginez, moi j'ai vu le même pot de Maxwell House au Jean Coutu, il était affiché à 32 $. Fait que tu vaux pas la peine de boire un bon café, tu comprends? C'est pas parce qu'il y a eu des pluies à un endroit que tous les producteurs de café ont été inondés. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Faites juste reculer au prix des items juste avant la pandémie. Regardez, rappelez-vous le prix des items juste avant la pandémie. Bounty des essuie-tout, 11,99 $. Ça, c'est toujours chez Jean Coutu. Ici, Cachemire. Retenez bien le prix, parce que tantôt, je vais vous lire un document. Le prix du Cachemire, 10,99 $ pour des familles. C'est du vol, c'est de l'arnaque. Puis ici, le Cachemire, il est en spécial, le même, à 4,99 $. Qu'est-ce qui s'est passé entre la semaine qui était, qui était 10,99 $ et cette semaine-là qui est à 4,99 $? Ils en ont trop fait? Regardez le papier de toilette, 9,77 $. Ça, c'est le papier, une épaisseur que tu n'es même pas capable de te moucher avec. Ici, des essuie-tout, toujours chez Jean Coutu. Où est-ce que vous trouvez de tout et même un ami? 11,99 $. Et c'est comme ça partout. Jean Coutu, c'est ça. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps. Family Prix, la même chose. 10,99 $. Ici aussi. Ici, ici, c'est quoi que j'ai encerclé? Un instant. Ah, caisse de Pepsi. 12,22 $. Vous la voyez? Ici. 12,22 $. Cette semaine, il était 14 $. Juste avant la pandémie, le Pepsi et le Coke se vendaient 8,90 $. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Le petit fromage de la vache qui rit, 9,88 $. C'est du vol, tout simplement. C'est ce que je vous dis, c'est du vol. Tout le monde s'en met plein les poches. Plein les poches. Regardez ici, l'achat local. Des fraises qui viennent de l'île d'Orléans, 4,99 $. C'est du vol. C'est du vol. Tout simplement. Regardez, Canadian Tire encore. Une Champleur, 216 $. Ben voyons donc. Il faut que ça arrête. Il faut que ces choses-là arrêtent absolument. Regardez des ventilateurs de plafond qu'on payait 60 $ avant la pandémie. 199 $. 149 $. Terrible, hein?
Un boyau d'arrosage Canadian Tire, 144,99 $. Pas drôle, hein? Terrible. Regardez, ça c'est encore pour des loisirs familiales. Un tapis qu'on met sur l'eau, OK? Il est 600 $. Ça, c'est à part des taxes, là. On va en parler des taxes tantôt. Fait que tout ça pour vous dire que c'est du vol, que ces compagnies-là s'en mettent plein les poches et que vous n'avez pas le droit à avoir des loisirs. Pourquoi? Parce que vous devez travailler. Vous êtes ici pour ça, sans vous poser de questions. Sans vous poser de questions. Maintenant, je vais vous le dire tout de suite pour le papier de toilette. Ah, ben non, on pourrait peut-être parler de la viande. J'en ai beaucoup, hein? Bon, OK, on va commencer lentement. Présentement, ce qu'on vit, c'est la chicane entre les médecins et le gouvernement. Avez-vous remarqué que le gouvernement est rendu qu'il a la mainmise sur tout, tout, tout? Il n'y en a pas de démocratie au Québec, là. Quand même que vous voteriez pour du M, pour ci, pour ça, pour PSPP, il n'y en a pas de démocratie. Ils sont tous pareils. Ils ont tous le même but, le pouvoir. Et je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai écrit à PSPP parce qu'il veut la souveraineté du Québec. Et je suis entièrement d'accord. Parce que le Québec, il est capable d'être souverain. En masse, en masse. Mais s'il veut vraiment la souveraineté du Québec, aux prochaines élections en 2026, novembre 2026, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas au peuple? Pourquoi est-ce qu'il ne présente pas son document, pour commencer? Comment on va vivre en étant souverain? Et pourquoi qu'il ne nous dit pas à nous, ben, si moi, aux prochaines élections, je suis élu, alors ça veut dire que le peuple veut la souveraineté et qu'automatiquement, si je suis élu, nous sommes souverains. Là, à partir de là, il fera ses démarches pour nous faire reconnaître partout. Mais non, 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 non. C'est le pouvoir qu'il veut. Regardez Legault. Legault, il sait que c'est qui est fini. C'est un gros tas qui a rien fait. Sauf faire des lois pour nous enfoncer encore un petit peu plus. Hein? C'est tout ce qu'il a fait. Il a fait des promesses qu'il savait qu'il ne tiendrait pas. Et les gens autour de lui ne peuvent pas parler parce que Legault, il l'a bien dit, c'est lui qui décide. Donc, pour avoir un contre-pouvoir, est-ce que le peuple peut se prendre en main? Avec un manifeste. Et nous, le peuple, on va lui dire exactement ce que nous voulons. On est-tu capable de faire ça? Vous pouvez dire ce que vous voulez concernant la santé, les hôpitaux, la justice, les maisons des aînés qui n'ont pas respecté, les soins en CHSLD. Voyez-vous, j'entendais ce matin, Legault avait promis de la formation pour les cuisiniers en CHSLD pour améliorer les repas de nos parents, de nos vieux parents, de nos grands-pères ou de nos grands-mères qui sont en CHSLD. Non, la formation est annulée. Donc, nos vieux en CHSLD qui ont travaillé toute leur vie
Ils vont encore manger de la boîte. C'est ça. Ça, c'est pas prioritaire. Je vais vous dire tantôt ce qui est prioritaire pour le gros. Je vais vous le dire. On va commencer par la santé, parce que c'est ça qui est là comme c'est là. Moi, j'ai travaillé toute ma vie dans un hôpital. OK? Travaillé 32 ans. J'ai connu le temps où chaque hôpital avait un directeur général, un directeur des soins infirmiers, un directeur des finances, et chaque établissement était responsable de son budget et des soins qu'il donnait à sa population. Parce que d'une région à l'autre, c'est pas nécessairement les mêmes besoins. Mais en centralisant tous les services comme ils ont fait, ils se foutent complètement de ce que les régions ont besoin. Donc, moi, dans mon temps, c'était ça. Mais, pour en arriver à ce qu'on vit aujourd'hui, il fallait que préparer lentement l'effondrement du système de santé. Donc, le gouvernement a créé, je pense que c'est dans les années 80, les agences de santé. Fait que là, tous les boss ont déménagé. Moi, je vais prendre mon exemple. Les boss ont déménagé à Gatineau. Donc, de Gatineau, ils dirigeaient l'hôpital de Maniwaki. Donc, le directeur voyageait constamment Gatineau-Maniwaki, Gatineau-Maniwaki. Et c'est Gatineau qui s'occupait du remplacement à l'hôpital de Maniwaki. Il faut le faire, là. On venait d'ajouter un nouveau palier juste en dessous du ministère de la Santé. Parce qu'il y a un ministère de la Santé, comme qu'il y a un ministère de l'Éducation. Ça, jusque-là, c'est clair pour tout le monde, là. Bon, là, les agences de santé sont arrivées. Ensuite, ça a été les agences de santé et services sociaux. Ensuite, ils ont inventé les CIUS, puis les SUS, puis les CISO. Dans ces établissements-là, vous pouvez prendre un crayon et un papier si vous voulez, hein. Dans ces établissements-là, de toutes les régions du Québec, il y a 47 000 employés à gros salaire, grosse convention collective, qui ont une job pour toute leur vie. Ils ne donnent aucun soin à la population. Aucun soin. Pendant que dans les hôpitaux, ça, dans tous ces établissements-là, il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a beaucoup de monde là-dedans, là. C'est pas juste des gratteux de papier, là. Eux autres sont dans un bureau, puis ils disent, bon, ben, à cet hôpital-là, on va faire ça, on va faire ça. Des gens qui n'ont probablement jamais travaillé dans un hôpital, qui ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Mais à partir de leur bureau, ils dirigent. Bon, moi, j'ai déjà assisté. Vous savez que dans le temps qu'il y avait un directeur général dans chaque établissement qui était responsable de son budget pour son établissement, ça venait du ministère de la Santé. OK? Si le directeur général, pour faire ça facile, avait un budget de 100 000 $ par année, puis qu'il dépensait 110 000, bien, l'année suivante, il n'y avait pas 100 000 comme chèque, il y avait 90 000, parce qu'il avait dépensé 10 000 l'année précédente. Et moi, pour avoir vécu un cas, je vais vous le raconter parce que ça fait tellement longtemps que probablement que ces gens-là n'écouteront pas, mais moi, je travaillais à l'hôpital et j'étais
j'étais membre du conseil d'administration, je représentais les employés syndiqués. Et le directeur général, un soir, va souper au restaurant avec sa femme. Dans la salle du restaurant, dans la salle à manger, il y a un employé aussi avec sa femme. Mais vous savez, le directeur général ne connaît pas tous les employés de l'hôpital. Donc, bon, à un moment donné, la femme du directeur général reçoit un immense bouquet de fleurs dans le restaurant. C'était beau, c'était, tu sais, devant tout le monde. Il y avait un statut spécial, là. Le directeur général qui offrait un immense bouquet de fleurs à sa femme en public. Le lendemain, l'employé a été voir le directeur des finances, puis il lui a raconté l'histoire. Il dit, moi, je veux savoir qui a payé les fleurs. Et moi, je représentais les employés, donc la personne est venue me le dire aussi. Parce que moi, au conseil d'administration, ben, il fallait que je fasse un suivi là-dessus. À la fin du compte, fin de l'histoire, c'est l'hôpital. C'est vous autres qui payez des taxes et des impôts qui avez payé le bouquet de fleurs. Ça a pris quelque temps, mais le conseil d'administration a congédié le directeur général. En conseil d'administration qui a fini à 3 heures du matin parce qu'il ne voulait pas remettre sa démission. Mais on a réussi à l'avoir avec une condition de ne pas lui faire une lettre de référence négative. Alors, dans ce temps-là, les gens étaient imputables de leurs gestes. Vous comprenez? Maintenant, là, on va parler de 15 milliards pour informatiser le système de santé, qui est confié à une firme américaine, Epic Systems. L'achat local. Ça, il vous le rentre dans la tête, dans la tête, dans la tête, l'achat local. Mais nous autres, on va aller à l'extérieur. Donc, 15 milliards. Et c'est pas encore fait. Là, j'ai su dernièrement que ça a été arrêté. Vous savez que toutes les personnes qui travaillent, les hauts dirigeants, qui travaillent dans les CIUS puis les SUS, ils ont tout l'auto fourni. Ils ont un compte de dépenses. Le Top Gun, vous vous souvenez, le Top Gun, Québec Santé Québec, elle était là pour couper 1,5 milliard. Mais, Dubé nous avait dit que c'était une personne super bonne, super qualifiée. Mais elle a payé 30 millions à une firme de consultants pour faire ses coupes. Elle est où sa compétence? Elle est où sa compétence? Et en parlant de Santé Québec, laissez-moi trouver quelque chose que j'ai trouvé comme par hasard, où je l'ai mis. Non, 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 non. Bon, on va peut-être le trouver plus tard. Bon, concernant les médecins, au Québec, il y a 22 479 médecins. Et au privé, il y en a 775. Et dans le budget de la santé, ça coûte 9 milliards en salaire.
Vous savez qu'un médecin, un omni, un petit jeune médecin qui sort, là, qui commence à travailler demain matin, là, il commence à 450 000 par année. Moi, je ne veux pas dénigrer personne, là. Je ne veux pas dénigrer les médecins, OK? Mais, tu sais, le petit médecin qui est dans son bureau puis qui reçoit des gens, bonjour, bonjour, il prend la tension, il prend la température, puis bon, il écoute les poumons, puis il dit, OK, je pense que vous avez telle affaire, je vais vous envoyer passer un rayon X. OK, la personne s'en va. Il fait ça à la journée. Ça vaut-tu 450 000 par année? Puis là, les médecins demandent 17 d'augmentation de leur salaire. Il y a des médecins qui sont millionnaires, hein, qui ont plus que 1 million par année. C'est drôle, hein? Les gens attendent 1 an et demi, 2 ans pour se faire opérer parce que les médecins, les omnis, ils les envoient. Quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils les envoient aux spécialistes. Fait que là, toi, t'es malade, t'attends un rendez-vous avec un spécialiste, fait que t'attends 1 an et demi, 2 ans. Ça, c'est si tu as un médecin de famille. Donc, entre le moment où tu vois ton médecin de famille et le moment où tu vois un spécialiste, et là, il peut s'en passer des affaires. Hein? Moi, je vais vous parler des médecins dans mon temps, parce que je me souviens. OK? Oui, je suis vieille. Je suis vieille, mais j'ai toute ma tête. Moi, dans mon temps, là, c'était tellement rare que tu allais voir un spécialiste. Parce que le médecin que tu voyais au bureau, là, il savait tout faire. Il n'y avait pas d'IRM dans ce temps-là. Tout ce qu'il y avait, c'était un rayon X. Puis, pas de très, très bonne qualité non plus, là. OK? Les médecins, pour l'horaire que je me souviens, même quand je travaillais à l'hôpital, si un médecin avait un de ses patients hospitalisé, le médecin fallait qu'il aille voir son patient qui était hospitalisé. Ensuite, il s'en allait à son bureau. OK? Puis là, il recevait. Quand il était hospitalisé, là, c'était pas un médecin ici, puis un médecin de garde, puis un autre médecin de garde, puis un autre médecin qui te connaît pas, puis qui connaît pas ton dossier. C'était pas lui qui allait te voir. C'était ton médecin. OK? Mais les médecins, les omnipraticiens, là, les médecins de famille, là, il y avait beaucoup plus de compétences dans mon temps qu'aujourd'hui. Moi, un médecin, là, je prends toujours l'exemple d'un garagiste. Vous allez rire, là, mais moi, c'est comme ça. On va confier notre voiture au garagiste le meilleur qu'on connaît. Il y a des garagistes que tu appelles, même juste pour faire changer tes pneus, puis c'est 3 semaines d'attente, là. Parce que les gars sont bons. Tu as des garagistes qui valent absolument rien. OK? Fait que moi, c'est comme ça. Tu as des médecins qui sont tellement bons, puis il y en a d'autres que tu te demandes où ils ont eu leur diplôme. Moi, je pense que ça devrait être obligatoire que le médecin, le bureau ou le médecin à l'urgentologue, que son diplôme soit affiché avec sa note de passage. C'est pas, comment je dirais bien, non? C'est pas de fouiller dans. T'as suivi un cours? C'est pas confidentiel, ça. T'as suivi un cours? Alors dis-moi, moi là, en tant que secrétaire, j'ai été obligée de montrer mes papiers. J'ai été obligée de passer un examen pour savoir s'il pouvait m'embaucher. Puis quand tu arrives à l'examen, ben, tu es une quinzaine dans la salle.
puis ils vont prendre les meilleurs. Médecin, c'est pas ça. Médecin, il arrive de n'importe quel endroit, puis, oups, viens travailler avec nous autres. On te prend, t'es médecin. Ils ont toujours eu, moi, c'est ce statut spécial qui m'achale un petit peu. Mais il y a une chose, par exemple, que je vais toujours dire. Les médecins d'autrefois étaient beaucoup plus compétents que les médecins d'aujourd'hui. Un exemple très personnel, vécu il n'y a pas longtemps, j'ai tombé au mois de mars sur la glace en courant après mon chien. Et la glace, c'était comme, tu sais, des pics là, dans la glace, là, la glace qui a fondu un peu puis qui a fait des pics. J'ai tombé là-dessus. Mal au genou, comme ça se peut pas. Je me suis fait vraiment mal. J'étais voir mon médecin, elle m'a fait passer un rayon X. Et, bon, je faisais de l'arthrose. Okay? Fait que là, j'ai dit non, ça se peut pas. Je fais pas d'arthrose. J'en fais pas. Parce que c'est drôle à dire, là, mais les médecins m'ont tout le temps dit que j'avais les os tellement gros que je peux pas faire d'arthrose. Je me suis jamais brisé un membre, puis pourtant, j'aurais eu beaucoup d'occasions. Mais j'ai été voir Dr. Réal Dumontier à Sainte-Adèle, qui est un homme merveilleux. C'est un homme qui va vous guérir vos problèmes de colonne vertébrale, qui va vous guérir vos problèmes de genoux, de hanches, de n'importe quoi. Oui, c'est cher, c'est privé, mais moi, là, écoutez, c'est un bon Dieu pour moi, là. Fait que je l'ai appelé, j'ai pris un rendez-vous, puis j'y étais. Lui, il travaille avec un rayon X, puis il travaille avec une échographie. Il y a tout ça dans son bureau, là. Fait qu'il m'a dit, tu fais pas d'arthrose, sauf que tu as deux petits dépôts de calcium, et c'est ça qui te donne mal. Fait qu'il m'a fait une injection, puis en plus, j'avais le nerf sciatique de coincé en arrière du genou, aller juste du genou droit, aller jusqu'à la cheville. Et ça, c'était terrible comme douleur. Fait qu'il m'a dépris mon nerf sciatique, il m'a fait 2 injections, ben 4 en tout, mais des injections pour enlever les 2 petits morceaux. Mais un soir, écoutez, j'avais la cheville toute enflée. Et moi, dans ma tête, j'avais peur que ce soit une, comment tu appelles ça? Donc, tu sais, une veine bloquée, là. Bon, en tout cas, j'avais peur que ce soit ça. J'ai été à l'urgence. Et le médecin qui m'a reçu, l'urgentologue, il m'a dit, vous avez une entorse à la cheville. Je dis, voyons, pour me faire une entorse, il faut que j'aille tomber. Il faut que j'aille mis mon pied de travers. Mais vous savez, je vous raconte ça, là, c'est juste pour vous faire comprendre comment est rendu le système de santé. C'est abominable. Fait que là, moi, je repars de là, puis j'ai dit, là, tu vas me faire une requête pour aller voir un orthopédiste. Puis tu me la demandes en urgence. Fait qu'il m'a tout fait ça. 3 mois après, j'ai eu un rendez-vous avec un orthopédiste. Et quand je suis arrivée là, l'orthopédiste, il me dit, tu connais-tu le médecin qui t'a transféré? J'ai dit, non, ça faisait la première fois que je le voyais, mais j'ai dit, il m'a dit que j'avais une entorse à la cheville droite. Je ne sais pas où il a pris son diplôme. Fait que j'ai dit ça de même. Moi, quand c'est blanc, puis quand c'est noir, c'est noir. Fait que, il se met à rire, il dit, sur ta requête, il dit, regarde, et tu sais marqué, bon, il m'envoie le voir. L'urgentologue m'envoie voir l'orthopédiste pour me faire changer le genou gauche et le genou droit. Fait que l'orthopédiste me regarde puis il dit, il a pris son diplôme où, lui?
Alors, voyez-vous, c'est là qu'on est rendu. C'est là qu'on est rendu. Puis moi, je suis convaincue qu'il y a énormément de médecins aujourd'hui dans leur bureau. Tu sais, tu rentres là, puis bon, ils sont sur l'ordinateur, puis ils te regardent un petit peu, puis ils tapent. Moi, je suis sûre qu'ils rentrent 2, 3 symptômes sur un site de recherche, puis ils vont dire ce que tu as. Moi, je trouve ça terrible. Parce que une autre chose que je suis convaincue aussi, c'est que 95% des médecins n'ont pas la vocation. Quand ils ont choisi leur métier, ils ont été dans la colonne à droite, la colonne du salaire. Ils ont pris la plus haute, puis ils ont dit ah, médecin, c'est là que je vais aller. Parce que quand tu rencontres un médecin qui a de l'empathie pour toi, qui va s'asseoir puis qui va jaser avec toi, lui, il a la vocation. Mais tu le vois dans le visage, s'ils ont la vocation ou pas. Donc, je reviens à mon document. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, quand tu vas voir un médecin, aussitôt que tu es âgé le moindrement, c'est de l'arthrite, de l'arthrose, puis là, ils vont te donner des pilules contre la douleur. Vous savez que ça coûte 700 000 $ pour former un médecin. C'est nous qui payons ça, là. OK? Payé par vos taxes et vos impôts. Et c'est eux qui choisissent où est-ce qu'ils vont aller travailler. Mais dans le fond, hein, ce sont vos employés. Alors, quand vous voulez qu'un médecin fasse quelque chose avec vous, exigez-le. Et si le médecin est incompétent, vous le dites. OK? Comme ma tante, que j'ai pris soin pendant 5 ans, elle avait beaucoup de sang dans ses urines. Fait qu'on a été voir le médecin, puis le médecin l'a fait traverser dans la petite salle en arrière. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai pris son dossier, puis je l'ai feuilleté, j'ai tout regardé. Ça faisait 6 mois qu'elle avait du sang dans ses urines. Mais le médecin n'a rien fait, parce qu'elle avait 87 ans. Mais il a su ma façon de penser. Parce que j'ai dit à ma tante, excusez-moi ma tante, pour ce que je vais dire, là, mais j'ai dit, vous, là, je vous emmènerai même pas mon chien. Puis j'ai fait exprès de le dire, la porte de la salle était ouverte parce qu'on s'en allait. Et les gens l'ont entendu ce que je lui ai dit. Et c'est ça que je pense vraiment. Moi, je suis chanceuse, j'ai un médecin de famille. Quand j'ai besoin de quelque chose, je lui dis. Fait que pour revenir au médecin, le médecin qui quitte le Québec pour s'en aller en Ontario, là, ou dans un autre endroit, ou au privé, pourquoi qu'il ne nous rembourse pas ce qu'on lui a payé en frais d'études? C'est là que va nous servir un manifeste. Vous comprenez? Et je reviens aux agences de santé qui sont des CIUS, des SUS, puis des CISO. Le manifeste aussi. Tu sais, ils ne savent pas où aller chercher les employés pour les hôpitaux. On va aller chercher les 47 000 qui sont dans ces établissements-là. Des beaux gros immeubles qui peuvent être convertis en appartements. Et vous savez que les médecins maintenant n'ont plus d'examen final, hein, à leurs études. C'est trop stressant. Et ça. Bon, maintenant, je vais vous parler un petit peu de la fierté des Québécois. Écoutez, ça fait déjà 44 minutes. Je vais finir avec la fierté. Puis, parce que je vous ai dit qu'il ne fallait pas que ce soit trop long, je ne veux pas vous achaler, mais moi, on va finir avec ça, puis peut-être vous lire un petit texte que j'ai fait imprimer. Donc,
Moi, je pense toujours fierté. Est-ce qu'on est fier d'être Québécois? Déjà, quelqu'un pouvait nous identifier juste par notre costume, notre uniforme. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Tu rentres dans un hôpital, tu sais pas qui est docteur, qui est infirmière auxiliaire. Moi, je les regarde et je me dis, bon, elle devrait être sur le ménage. Ou à l'entretien, à la buanderie ou à travail à la cuisine. Parce qu'on n'a plus la fierté de l'uniforme. Tu es hospitalisé, quelqu'un vient te donner une piqûre. C'est qui vient te donner une piqûre? C'est-tu la fille qui travaille aux archives? Parce qu'il n'y a plus d'infirmières habillées en infirmière. Il n'y en a plus. Déjà, les infirmières avaient une ligne de conduite exigeante. Tu es habillé en infirmière, tu es habillé en blanc. Tu dois avoir les cheveux attachés. Moi, quand je regarde tout le monde aujourd'hui avec des grands cheveux lousses dans le visage, puis là, c'est sale des cheveux. Il devait avoir les cheveux attachés. Il devait avoir les ongles coupés courts et même pas de vernis à ongles. Aucun bijou. Parce que tout ce que tu portes, c'est des porteurs de microbes. Et qu'est-ce qu'il y a dans les hôpitaux aujourd'hui? Des microbes. Tu sors de l'hôpital, tu es plus malade que quand tu es entré. C'était ça, hein? Aujourd'hui, non. Tu sais plus. Tu sais plus qui est infirmière auxiliaire, qui travaille à la buanderie, qui travaille à la cuisine, tu ne sais plus. Il n'y a plus de fierté à exercer un métier aujourd'hui. Il n'y en a plus. Et je trouve ça dommage. Et là, ben, on est obligé de parler des syndicats. Quand je vous disais que le gouvernement est rendu avec la mainmise sur tout, il veut avoir la mainmise sur les cotisations syndicales. Et encore là, j'ai été 7 ans comme présidente de mon syndicat. Et moi, les papiers, n'importe qui pouvait les voir. N'importe qui. Et aux réunions, tout le monde savait ce qu'on faisait avec l'argent et tout le monde votait. Le gouvernement n'a pas un mot à dire sur les organisations syndicales. Regardez où on s'en va, là. Pensez-y, même si vous n'êtes pas syndiqué aujourd'hui, demain, vous allez peut-être l'être syndiqué. Alors, c'est à vous autres à demander à votre syndicat qu'est-ce que vous voulez. Mais le gouvernement, écoutez là, c'est un gouvernement qui a le contrôle sur tout. Et qui veut avoir le contrôle sur tout, mais que c'est de la merde partout. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'est pas là pour le bien de la population. Aucun n'est là pour le bien de la population. Ils sont tous contre vous. Non, ils sont pour eux et non pour vous. Je crois que, vous savez, quand je vous dis d'essayer de travailler avec votre conscience, moi, là, je vous l'ai dit tantôt, là, ça fait longtemps que je demande un signe, que je dis, mon Dieu, je dois-tu m'embarquer là-dedans? C'est de l'ouvrage, c'est du temps, c'est... je vais recevoir des flèches, je vais recevoir... Bon, mais je peux pas. Je peux pas m'empêcher de m'embarquer là-dedans. Même si je me suis fait poignarder
de nombreuses fois par des gens à qui je faisais confiance. Mais là, je redonne une dernière chance. Je ne sais pas si j'ai aucune idée si je fais bien, si je fais mal, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais mettons que j'essaye, OK? Je vais essayer de faire quelque chose pour nous aider. Parce que c'est quasiment impossible qu'on puisse pas euh, qu'on puisse pas s'en sortir. Parce qu'il faut s'en sortir. Il faut absolument, absolument s'en sortir. Fait que moi, pour les prochains, je vous avais dit que j'étais pour vous lire un document. Attendez un petit peu. Tu sais, quand je vous parlais tantôt du papier de toilette, on va rire un petit peu. Moi, je vais toujours sur X, sur Grog, pour demander mes questions. Et je leur ai demandé, à combien estimez-vous la fabrication d'un rouleau de papier de toilette au Québec? Alors là, ils nous disent tout, bon, la matière première, les équipements de production, la main-d'œuvre, maintenant, les autres frais qui rentrent dans la fabrication de papier de toilette et un rouleau de papier de toilette, OK? Un rouleau de papier de toilette coûte de 5 à 10 sous pour le fabriquer, OK? Alors, si on prend les matériaux premiers, la main-d'œuvre, bon, la manufacture, tout ça, ça monte entre 20 sous pour du papier de toilette, mettons, de moindre qualité, une épaisseur que vos doigts passent à travers, là, que vous n'êtes même pas capable de vous moucher, et aller au papier de toilette de grande qualité, 47 sous du rouleau. Et on nous vend ça combien? 11 $? 12 $? Alors, voyez-vous, quand je vous dis avoir une conscience, être conscient de tout ce qu'ils nous font, comment qu'ils nous tiennent dans la pauvreté. Fait que c'est ça. Il faut être conscient de ça. Et là, pour le prochain live, le prochain vidéo, notre autonomie en matière de viande, notre autonomie en pétrole, suite à la SACLIC, c'est quoi le mot? La définition du mot actionnaire. Quand tu regardes SACLIC, je leur ai demandé la définition de organisation criminelle. Et qu'est-ce qu'une ville sanctuaire? Je vous ai fait aussi la liste. La liste. Ça, c'est une liste. Et ça, c'est une liste de tout ce que le gouvernement a donné en cadeau à des compagnies, des multinationales qui viennent chercher nos taxes et nos impôts, puis que nous autres, on s'appauvrit continuellement. Et j'ai demandé aussi combien coûte. Vous savez qu'on paye très cher, hein? Bon,
La SQDC, c'est ouvert même les journées de congé. Tous les itinérants, il faut qu'ils continuent à se droguer au lieu de les envoyer dans un centre de désintoxication. Et j'ai demandé combien que ça coûte faire un paquet de cigarettes. Combien que ça coûte faire une cigarette. Et combien je paye de taxes sur un paquet de cigarettes. Et c'est quoi une taxe d'assises? OK? Je vais tout vous expliquer ça dans le prochain. Sur un paquet de cigarettes comme ça, à 25, un paquet de cigarettes. Mon dentiste, il a dit qu'il aimerait ça, voir la personne qui a posé pour ça. Il dit, je vais lui faire un nettoyage gratuit si vous le rencontrez. Un paquet de cigarettes comme ça, il y a 90 piastres de taxes. OK? Il y a 90 piastres de taxes sur un carton de cigarettes, un carton de cigarettes. Ça coûte. Un carton de cigarettes est rendu à 146 piastres. Il y a 90 piastres de taxes. Alors, pour le prochain vidéo, je vais tout vous expliquer, je vais vous lire les documents. Et si ça vous tente d'embarquer dans le projet pour composer le manifeste, écrivez-moi en privé sur Messenger. Je vais me faire un plaisir de prendre votre nom avec votre nom, votre vrai nom et votre adresse courriel. Alors, je vous dis à la prochaine. Merci. Bonne fin de semaine avec un très beau soleil.